Bonjour, merci d'être là pour ma petite conférence sur mon tout dernier livre qui s'intitule Un sourire pour Chouloun. Alors, avant de vous parler de ce livre, je voudrais juste vous parler un petit peu de moi. Donc, quel auteur je suis. Alors, en tant qu'auteur, j'ai édité une dizaine de 8 livres, en fait, depuis 2013 à peu près. J'aime apporter quelque chose à mes lecteurs, c'est-à-dire que dans mes écrits, j'aime bien faire des recherches sur des sujets qui m'intéressent, l'histoire, la science, des choses comme ça. Et donc ça me permet de pouvoir créer des fictions, mais tout en insérant des connaissances en fait qui m'apportent à moi et qui peuvent aussi apporter à d'autres. Et comme les gens qui me connaissent le savent, je reverse mes droits d'auteur à des associations caritatives qui me sont chères, donc surtout au niveau de l'environnement. Et pour mes livres jeunesse, pour une association qui s'occupe d'enfants handicapés qui ont en général la trisomie 21. Voilà. Alors, quand je cherche un sujet de livre, donc c'est toujours par rapport à l'histoire, par rapport à la science, un fait qui va me toucher et que je vais avoir envie de développer. Et pour ce livre en particulier, c'est venu d'un reportage que j'ai vu en fin d'année 2020, un reportage réalisé par Guillaume Pitron, qui est un journaliste d'investigation et qui a parcouru le monde pendant 2 années pour voir un petit peu ce qui se passe à l'autre bout du monde, dans divers pays, concernant la transition énergétique. Vous savez qu'ici, dans nos pays occidentaux, nous voulons faire du propre. Donc, on va chercher des matières premières qui sont à l'autre bout du monde pour que nous ayons des voitures électriques, des éoliennes. Alors, ce sont des choses tout à fait obligatoires, c'est nécessaire, c'est urgent, mais il faut savoir ce qui se passe derrière tout ça, parce qu'on n'est pas toujours au courant. Alors, ce n'est pas pour stigmatiser les gens, mais il faut un petit peu savoir ce qui se passe là-bas. Alors, au fil de mes recherches, je cherchais justement de quel pays j'allais parler. Ma petite idée, c'était de parler du Chili, parce que c'est un pays où aussi la transition énergétique est présente. Ils ont beaucoup de ressources dans leur sol, mais l'exploitation est très sale. Les ouvriers travaillent avec des pelles et des pioches. Ils n'ont pas de protection. Et dans ces régions du Chili, on les appelle des zones pas sinistrées, des zones sacrifiées, voilà. Des zones sacrifiées, parce que ce sont les gens donc, de ces peuples qui sont dans ces régions, qui travaillent et ils savent que de toute façon, ils sont voués à être malades et à mourir. Donc ce sont des zones que les gouvernements connaissent et que pour eux, c'est comme ça. Il faut qu'il y en ait certains qui souffrent, qui meurent, pour que le reste de la population puisse bénéficier de la transition énergétique et de tout l'argent que cela rapporte. Alors, j'ai quand même opté pour la Mongolie intérieure. Alors, pourquoi la Mongolie intérieure? Alors, c'est un pays qui se trouve loin. Souvent, on se trompe, on pense que la Mongolie intérieure, c'est la Mongolie. En fait, non. C'est une région autonome qui fait partie de la Chine, en fait. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la Mongolie. Sauf que dans l'histoire, bien sûr, les deux étaient liés. Mais comme vous savez, au cours de l'histoire, les guerres, etc., cette partie de la Mongolie a été sous influence chinoise, puis japonaise, puis est revenue dans le giron chinois et y est restée malheureusement, alors que la Mongolie du Nord, qu'on appelle la République de Mongolie, est indépendante depuis le début des années 1900. La région de Mongolie intérieure, elle, c'est une région autonome, mais depuis 1947. Mais elle n'a autonome que le nom, puisque c'est quand même Pékin qui a la mainmise en fait sur le gouvernement et le Parti communiste, bien sûr. Alors, je ne ferai pas polémique par rapport à la Chine, mais c'est juste pour situer un petit peu mon récit. Alors, est-ce que vous savez où se trouve la Mongolie intérieure? Alors, j'ai amené une petite carte pour essayer de vous montrer un petit peu. C'est pas pour faire de la pub de votre médecin s'engage.
Alors, voilà le monde. Alors, vous voyez la Russie. Merci de m'aider, monsieur Esposito. Alors, on a la Russie qui est là-haut, la Chine qui est en bas, la Mongolie, en fait, la Mongolie, la République de Mongolie, est juste là, au-dessus. Et la Mongolie intérieure, c'est cette bande qui est entre les deux. Voilà. Hein, il y a le désert de Gobi qui est juste en haut, et donc la Chine et l'Inde en bas. Donc c'est une petite langue comme ça de terre, hein, mais qui possède énormément de terres rares. Et c'est le nouvel Eldorado. Voilà. Après le charbon et le pétrole, ce sont les terres rares. Merci pour votre aide, monsieur. Alors, pour parler un petit peu de la situation de mon livre. Alors, c'est vrai qu'une fois que j'ai vu ce reportage, que j'ai eu envie d'écrire sur les problèmes rencontrés dans la transition écologique, j'ai voulu donc trouver l'endroit exact où j'allais poser mon histoire. Donc, en Mongolie intérieure, j'ai trouvé cette ville qui s'appelle Baotou. Alors, moi, je dis Baotou, mais évidemment, c'est comme ça qu'on dit en français, mais la dénomination mongole, je ne la connais pas. Et en fait, je cherchais un fait qui se serait passé, qui pourrait me permettre de démarrer l'histoire. Alors, comme on dit dans le jargon littéraire, mon incipit, je voulais quelque chose qui clash un peu. Et j'ai appris qu'en 1996, à Baotou, il y a eu un gros tremblement de terre, hein, qui a donc détruit la moitié de la ville, qui était une ville, comme n'importe laquelle, c'était pas quelque chose comme maintenant. Et en détruisant la moitié de la ville, il y a eu donc bien sûr des dizaines et des centaines de morts et des centaines de milliers de sans-abri. Donc le gouvernement est obligé de reconstruire la ville en utilisant des matériaux plus modernes, de faire des grands immeubles, d'en profiter pour faire venir des touristes et donc faire des hôtels avec des grands endroits de verdure, etc. Mais il reste malgré tout dans Baotou, des gens qui vivent dans des contreplaqués, dans des maisons en terre sèche, avec des toits de tôle. Voilà, donc la misère et l'argent se côtoient. Et donc en rebâtissant cette ville, ça a permis aussi de développer ce qu'il y a autour, c'est-à-dire on a commencé à creuser la terre. Au départ, la Chine était connue pour le fer, etc. Et ils ont découvert que dans les mines de fer, il y avait d'autres métaux, donc les métaux rares. Alors, les métaux rares, c'est une association de beaucoup de métaux, comme l'or, par exemple. L'or, le tungstène, le cuivre, tout ça, ce sont des métaux rares. Mais dans les métaux rares, il y a ce qu'on appelle les terres rares. C'est une partie des métaux rares. Et c'est eux qu'on utilise pour les batteries au lithium, les batteries, ce qu'on utilise pour les voitures électriques. Ces terres rares, elles ont un potentiel magnétique, magnétique, etc., qui font que les aimants sont plus petits. C'est pour ça qu'on peut les mettre partout. Et donc, de fil en aiguille, on en a de plus en plus besoin et on va les chercher surtout là-bas. Voilà. Et pourtant, des terres rares, il y en a partout dans le monde, en fait. Dans tous les pays du monde, il y en a. Et alors, pourquoi c'est centré là-bas? Parce qu'ils ont la possibilité de traiter ces produits. Ce qu'il faut savoir, et ce que j'essaye de développer, mais de façon fictionnelle, c'est-à-dire que mon bouquin, c'est tout à fait une fiction, toute ressemblance avec les personnes ou les sociétés ayant existé, et pure coïncidence, bien sûr. Donc, en fait, quand on creuse la terre, on rapporte de la roche. Et dans cette roche, il y a une infime quantité de terres rares. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont rares. Parce qu'il faut en creuser, en prendre beaucoup pour pouvoir avoir 1 kilo, par exemple, 1 kilo d'une terre rare, il faut creuser 1200 tonnes de roche, quoi. Et comment on fait pour séparer les roches? D'abord, on les concasse sur place. Ça nécessite énormément d'eau, des produits chimiques pour la casser et en faire des poudres. En fait, une espèce de poudre où dans la poudre, tout est mélangé. Tous les terres rares sont mélangés dedans. Donc après, ce produit est envoyé donc dans Baotou, à Baotou,
où il y a une zone, il existe une zone d'industrie qui sont dédiées justement au traitement des terres rares. Et là interviennent ce qu'on appelle les solvants. Et chaque terre rare réagit à un solvant. C'est-à-dire qu'il peut exister un nombre de, je ne dirais pas infini, mais si on veut séparer 10 terres rares, il va falloir faire 10 fois la même chose. Utiliser un solvant particulier, enlever tout le reste. Avec le reste, on prend un autre solvant, etc. Alors par exemple, j'avais un exemple de... par exemple, je vais trouver juste ça, juste pour vous dire, pour séparer l'yttrium. Alors l'yttrium, c'est terre rare, je ne saurais pas vous dire à quoi elle sert, mais bon. On utilise de l'acide naphthénique. C'est de l'acide qui est utilisé aussi pour faire le napalm, par exemple. Voilà. Et donc, c'est polluant, c'est dangereux. Et une fois que les réactions ont été faites, les déchets sont jetés. Donc, dans quelque chose que j'ai découvert aussi et qui m'a vraiment surpris, quoi, c'était abominable. Il existe à Bohutuf, donc dans la ville, un lac qui fait plus de 10 mètres carrés et dans lequel il n'y a que des rejets d'eau polluée. Voilà. Alors j'avais amené des photos pour vous montrer quand même, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Donc par exemple, là, le lac, on le voit depuis l'espace. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, donc il est facile à voir. Et si vous voyez la taille des petites maisons autour, vous voyez que le lac est énorme. Alors, d'une part, ce lac est énorme, mais en plus, voilà ce qui se passe quand on est au bord. Voilà. Ces tuyaux, il y en a tous les, je vais dire 50 mètres, j'en sais rien, je ne les ai pas vus, mais quand on regarde des vidéos, on voit que ces tuyaux, ça déverse de l'eau polluée à longueur de journée, quoi. Donc c'est dangereux, et vous voyez qu'il y a une personne qui est au bord du lac. Normalement, c'est interdit, c'est surveillé par des caméras. Mais là-bas, le problème, c'est que les agriculteurs qui étaient là avant le lac, parce qu'en fait, le lac, il a été construit dans les années 60. Et dans les années 60, il y avait une rivière à cet endroit-là, qu'ils ont donc utilisé pour agrandir son lit. Et avant, il y avait des cultures, là. Donc ils ont expatrié tous les agriculteurs en leur promettant de les reloger dans la ville. Mais comme les loyers sont chers et qu'ils n'ont pas... Donc ils sont partis de Bohutuf, ceux qui ont pu faire leur vie ailleurs, mais certains sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de se cacher et ils vont prélever de la boue pour la revendre au marché noir, parce que dans ces déchets, il reste encore des terres rares. Et donc ils gagnent leur vie comme ça. Voilà. Et donc pourquoi, alors je vous disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en France, puisqu'on a des terres rares aussi? Ben là en France, on l'a fait aussi. On était dans les années 80, non, peut-être plus tôt, oui, dans les années 80, la France, elle traitait 50% des terres rares mondiales. En fait, c'était la société Rhône-Poulenc, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Bon, maintenant, ça a changé de nom, c'est devenu Solvay. Enfin. Et là aussi, il y a eu certains manquements où ils étaient un petit peu moins regardants et les déchets étaient jetés dans l'océan. Mais heureusement, le gouvernement français est quand même assez à cheval sur l'environnement quand même et sur les réglementations. Donc on leur a imposé des règles strictes, mais qui dit strict dit coûteuse. Donc il a fallu délocaliser. Et qui est-ce qui est arrivé en premier pour récupérer le bébé? C'est la Chine. Voilà. Donc c'est pour ça que en France, que ce soit en France ou même aux États-Unis, tout a été délocalisé en Chine. Alors il s'est passé certaines choses, je ne sais plus trop en quelle année, hein, parce qu'en fait je ne suis pas là pour faire de l'histoire, mais c'est par rapport à mes recherches. Certaines années, la Chine a voulu réduire ses quotas de transfert de produits en Occident. Donc devant la peur de manquer de produits, les États-Unis ont décidé d'essayer de remettre au goût du jour les mines de terres rares, par exemple à Mountain. C'est en Californie ou Colorado, je crois.
Voilà, donc ça c'était pour vous parler des terres rares, pour vous situer. J'espère que je ne vous ennuie pas trop. Alors j'avais encore deux, trois petites photos à vous montrer de Baotou, comme ça. Ce sont des photos qui m'ont aidé à faire mon livre. Donc on voit les usines avec toutes la pollution. Et si on s'approche un peu plus, on voit les bidonvilles. Ça, c'est le centre de Baotou. Voilà. Alors, je ne vous ai pas pris les photos où on voit justement les espaces verts avec les grandes baies vitrées des hôtels. Mais par exemple, les ouvriers qui travaillent, voilà, ils travaillent comme ça, dans des endroits qui ne sont pas très très propres, quoi. Hein, voilà. Ça, c'était pour Baotou. Voilà. Alors, si vous avez des questions, déjà, je veux bien y répondre si je peux. Je vais boire un petit peu d'eau. C'est un roman quand même. Oui. C'est basé sur des faits industriels ou économiques ou c'est bien un roman? Alors oui, c'est un roman, c'est une fiction pure, mais en utilisant des faits qui existent. Alors, je ne voulais pas stigmatiser les gens dans le sens où c'est pas un bouquin pour dire attention, il faut faire attention à l'électricité, il faut faire attention à comment on vit, etc. Non, c'est simplement pour sensibiliser. Alors, on est en plein au cœur de la transition énergétique chez nous. Donc oui, on veut des éoliennes, oui, on veut des voitures électriques, mais il faut savoir que ailleurs, les ouvriers, eux, ils meurent. Hein. Ils meurent de cancer parce que leurs pays n'ont pas les mêmes règles que nous. Et donc, la pollution est délocalisée, en fait. Mais elle est toujours là. Et quand on voit une voiture électrique, on se dit, bon, zéro émission de CO2, mais en fait, il y a beaucoup plus de CO2, quoi, puisque si on regarde tout ce qui se passe ailleurs pour la construire, c'est pas si écologique que ça. Alors, il faut la faire, la transition énergétique. Alors justement, je m'interrogeais à savoir, pour moi, quels sont les problèmes pour tout ça. Alors, pour moi, j'ai trois choses. Donc, d'une part, on n'anticipe pas assez. Quand par exemple, bon, je prends l'exemple du plastique. À l'époque où on a créé le plastique, on se trouvait c'est génial. On peut faire plein de choses avec, ça sert dans tous les moments de la vie, etc. Mais on n'a pas anticipé de savoir que là maintenant, on en a tellement qu'il y a plus de plastique dans les océans que de poissons, par exemple. Donc c'est un manque d'anticipation. Voilà. Le deuxième problème, c'est bien sûr le profit. Voilà, les plus grands alors là, on a eu un exemple assez frappant il n'y a pas très longtemps, où on a découvert que les manias du pétrole, par exemple, ils savent depuis le début que les émissions de méthane allaient polluer encore plus que le CO2. Et ça se voit de l'espace. Voilà. Ça, ce sont des choses... le scandale de l'amiante aussi. Apparemment, voilà, c'était des problèmes qui allaient se déclarer à un moment ou à un autre, mais on le savait déjà avant. On a laissé faire. Voilà. Le problème de l'humanité, c'est ça, c'est que on n'anticipe pas sur les problèmes, on fait passer l'argent avant les gens, et puis les besoins exponentiels. Voilà, on a toujours besoin. Alors, dans un autre de mes chapitres, de ce que je voulais vous dire, je parlais aussi du fait que on est acteur, mais on est victime en fait. On est acteur parce que on se sert au quotidien de tout ce qu'on nous offre, mais on en est victime parce qu'on ne nous offre rien d'autre. Voilà. Pour moi, c'est ça, par exemple, je prenais l'exemple de quand on se brosse les dents le matin. On peut faire des efforts. Au lieu de laisser le robinet couler, on va mettre un peu d'eau dans une tabale et puis on va se rincer la bouche comme ça. Mais d'un autre côté, on va vouloir, par exemple, tiens, je vais être propre, je vais m'acheter une brosse à dents en bambou parce que c'est recyclable. Mais le problème il n'y en a pas partout déjà. Donc soit il faut prendre la voiture, soit il faut la commander sur Internet. Et puis une fois que vous avez la brosse à dents, eh ben, les poils ils sont pas recyclables. Donc il faudrait les enlever. Voilà. C'est tous des petits détails qui ont leur importance mis bout à bout en fait. Voilà. Donc pour moi, alors quoi faire? Je sais pas. J'ai pas la solution, sinon je serais peut-être pas là. Mais nous, on peut déjà faire quelque chose, nous, à notre niveau, en réduisant notre empreinte carbone. Alors vous allez me dire, moi j'écris des bouquins, je la réduis pas beaucoup.
Mais je leur ai dit dans le sens où je fais imprimer à la demande, par exemple, très peu, et j'y participe en reversant mes droits d'auteur donc à des associations environnementales. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis au quotidien, on peut faire des choses aussi. Mais c'est vrai qu'on est en droit de se demander si les grands industriels ne devraient pas faire plus d'efforts, quoi. Il faudrait trouver un moyen de leur imposer de faire plus d'efforts. Voilà, ça c'est pour tout ça. Après, pour vous parler principalement de mon livre, donc c'est vrai que comme je vous ai dit, je n'ai pas voulu faire un livre qui stigmatise les gens. J'ai voulu faire une aventure humaine. Au départ, c'est l'histoire d'une journaliste française qui reçoit un appel désespéré de son ami d'enfance qui, lui, habite en Mongolie. Il est en fait journaliste correspondant permanent en Chine. Et elle sait que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup justement à l'environnement. Et un jour, elle reçoit un appel désespéré, ça grésille, le téléphone se coupe, et elle n'a plus de nouvelles. Donc elle se demande vraiment ce qui s'est passé. D'autant plus qu'elle se rend compte qu'en fait, il avait essayé de lui envoyer des messages depuis plusieurs mois, régulièrement sur sa boîte mail. Il lui envoyait des messages, mais entre guillemets, codés, mais elle ne le savait pas. Elle laissait passer, elle se disait, oh là là, il fait encore sa crise, voilà. Et du coup, elle s'est dit, il y a quelque chose à faire, il lui est arrivé quelque chose, donc elle part là-bas. Elle va partir en Mongolie intérieure pour essayer de retrouver sa trace à partir des indices qu'il lui a laissés dans ses mails. Elle arrive un petit peu à refaire un petit peu le trajet. Et donc là-bas, elle va rencontrer Bruno, qui est lui aussi journaliste, en fait, qui fait partie du même journal qu'elle, mais qui est aussi là-bas. Mais lui, il est franco-mongol, c'est-à-dire son père est français, sa mère est mongole. Il a fait ses études en France, mais il a voulu repartir vivre là-bas. Donc c'est lui qui va l'aider un petit peu, qui va la temporiser aussi, parce qu'elle est très... elle a envie de foncer dans l'art, comme on dit, et voilà. Donc elle va rencontrer des gens, elle va rencontrer une autre culture, elle va rencontrer des problèmes, elle va rencontrer des choses auxquelles elle ne s'attendait pas du tout. Et voilà. Et enfin, je vais peut-être finir là, parce que on m'a souvent demandé pourquoi un sourire pour Chouloun. Alors d'où vient ce titre? Parce qu'en fait, il n'est pas là par hasard. En fait, Chouloun, c'est un adolescent de 16 ans, chinois, d'origine mongole aussi, et qui vit dans une famille un peu pauvre, qui en fait a tout perdu au moment du tremblement de terre. C'est pour ça qu'au départ, moi je voulais faire mon livre au moment du tremblement de terre, mais en Chine, tout ça, on ne peut pas tout savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, c'est très très difficile de connaître plein de choses. Donc je l'ai transposé 20 ans plus tard, en fait, voilà. Et donc, la famille de Chouloun est revenue vivre à Baotou, parce que c'était leur ville de naissance, et le père de Chouloun a trouvé du travail dans une des usines de traitement des terres rares. Et en fait, il est malade, Chouloun est malade il a une maladie pulmonaire due à la pollution. Et c'est un garçon qui a beaucoup qui a beaucoup de force en lui et qui s'interroge beaucoup. Bon, il n'a pas une scolarité facile, parce qu'il est quand même obligé parfois de s'arrêter parce que sa maladie l'empêche de... Voilà. Mais pourquoi un sourire? C'est qu'en fait, le sourire, c'est un symbole, c'est un fil conducteur, comme un fil d'Ariane, tout le long de mon livre. C'est le symbole de ce qui est gratuit. Comme dit Gandhi, hein, un sourire ne coûte rien, mais il produit beaucoup. Et c'est un sourire, en fait, d'une petite fille que Chouloun a rencontrée quand il avait 8 ans, sur un marché. Ça a duré quelques minutes, et ils se sont plus vus, mais en se promettant de se revoir. Voilà. Donc ça, c'est le fil conducteur, le sourire, qui est là et qui permet de suivre cette histoire et de comprendre, justement, qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà, ben j'espère que je ne vous ai pas trop embêté avec tout ça. Et... Des mots pour un don. Oui, et donc, des mots pour un don, c'est que, en fait, comme je l'ai déjà dit, je reverse à des associations caritatives. Et pour Chouloun, je reverse à l'association Cœur de Forêt, qui travaille à reforester, pas seulement la France d'ailleurs, hein, des endroits de le monde où, justement, on en a besoin, parce que la forêt, ça nous aide aussi à
à éliminer le CO2, les océans aussi malheureusement s'ils ne se réchauffent pas trop. Et juste pour compléter, par rapport justement au fait qu'on utilise énormément d'eau pour traiter les métaux rares, voilà, les terres rares, et qu'on manque d'eau dans beaucoup de pays. Et maintenant, on commence ici avec le réchauffement climatique et les changements la sécheresse, etc. On se rend compte que c'est un bien précieux. On n'a pas. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, on voit fleurir des industries de désalinisation de l'eau de mer. Alors on peut se dire, ah c'est super parce qu'il y a l'eau de mer, il y en aura toujours, quoi, il y en a énormément. Le problème, c'est que là aussi, ça pollue. Pourquoi? Parce que l'eau, une fois qu'elle est désalinisée, la saumure, elle est rejetée dans l'océan et qu'elle détruit la biodiversité marine. Voilà, donc on tourne en rond et on n'arrive pas à trouver le bon moyen de faire en sorte de préserver notre planète. Voilà, merci.